Commencer cette présentation. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, il y a des personnes qui sont ici en présentiel. Vous voyez qu'il y a aussi des personnes qui sont finalement à distance. Donc, bienvenue à vraiment tout le monde. Cette présentation-là est organisée par le CRIFPE, qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Alors, on donne régulièrement, environ une fois par mois au moins, des présentations comme celle-ci. Il y a eu l'argumentation avant moi, d'articles scientifiques, etc. Et je vais en profiter pour demander peut-être à Sherbrooke de mettre sur mute le micro pour pas qu'il y ait d'interférence durant la présentation. Et puis on pourra activer les micros une fois qu'on sera à la période de questions-réponses. Alors, donc bienvenue à tous. Je suis content de vous voir en grand nombre parce que la présentation a principalement été pensée pour justement des jeunes chercheurs, donc des chercheurs qui sont au niveau maîtrise ou doctorat ou vraiment en début de carrière et puis qui vont être amenés à publier des articles scientifiques ou plus généralement à publier scientifiquement. Que ce soit justement l'écriture de la maîtrise, du doctorat ou les rapports de recherche quand on est chercheur, etc. Ce que je vous propose comme présentation, c'est donc une expérience sur la rédaction d'articles scientifiques, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter des résultats empiriques, je n'ai pas fait de recherche sur comment les chercheurs écrivent des articles scientifiques. Par contre, ce que je vais davantage partager, c'est mon expérience, celle de mes collègues, celle de mes étudiants aussi, vis-à-vis de l'article scientifique, qui répond à des normes bien précises. Alors, ces normes, vous les connaissez déjà. Certaines normes sont plus implicites que d'autres. L'idée, c'est principalement de faire ressortir ces principes, de les expliciter un peu, et à partir de là, de vous donner des pistes pour pouvoir aller avec l'écriture scientifique de manière sereine et avec plaisir si possible, même si c'est fastidieux par ailleurs. Alors, plan de la présentation. Revenir sur les objectifs pour pas créer de déception pour personne. Ensuite, finalité d'un article scientifique, on passera rapidement, de même que sur la structure d'un article, parce que c'est une structure qui est relativement canée. C'est à peu près la même pour pas mal tous les types d'écriture scientifique. Donc, on passera plus vite là-dessus. On ira aussi dans le processus de rédaction d'un article, quelles sont les étapes à travers lesquelles on passe. Et puis, on évoquera la posture énonciative de l'auteur. La posture énonciative, c'est comment l'auteur, en tant que chercheur, doit se montrer vis-à-vis de son lecteur dans son texte. Il y a toujours une prise de position, il y a toujours une voie à montrer quand on écrit un article. C'est quoi cette voie-là et puis comment la montrer finalement. Et puis ensuite, des éléments sur la soumission et évaluation d'un article et puis la période de questions et de commentaires. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Alors, objectif de la présentation, comme je vous le disais, principalement d'expliciter quelques principes. Certains vont être transversaux à l'écriture scientifique, d'autres seront vraiment plus spécifiques à l'article scientifique. Et vous allez voir que tout du long, je me suis pas mal focalisé sur l'archétype de l'article empirique, qui est un type d'article parmi d'autres, mais qui est de loin le plus commun quand on diffuse des résultats. L'article empirique qui vient d'une collecte et d'une analyse de données qui aboutissent à des résultats, versus les articles plus théoriques, les recensions des écrits, les méta-analyses, etc. C'est davantage l'article empirique que je vise ici. Et puis enfin, ce n'est pas une présentation qui se veut technique, autrement dit, pour tout ce qui est normes APA, comment faire ses références bibliographiques, comment mettre en page son texte. Il y a des bibliothécaires qui sont bien plus qualifiés que moi de ce côté-là, puis c'est elles qui pourront vous aiguiller davantage. Alors, finalité d'un article scientifique, il y en a plusieurs, mais je dirais que les principales sont celles-ci. En tant que produit, l'article scientifique sert avant tout à contribuer à l'avancement des connaissances. Donc, vous donnez finalement vos résultats et vous les partagez avec la communauté de chercheurs autour d'un objet d'étude donné. C'est vraiment la première finalité de l'article scientifique, tout comme la communication, etc. Mais c'est sans doute aussi le genre le plus exigeant pour le partage des connaissances. C'est vraiment celui qui en demande le plus, d'accord, qui est le plus rigoureux aussi. D'un point de vue plus stratégique, pourquoi est-ce qu'on publie des articles aussi? Pour enrichir son CV. Et là, on pense notamment à l'obtention d'un poste de professeur quand on est, par exemple, doctorant puis qu'on vise une carrière universitaire, ou à l'obtention de subventions de promotion lorsqu'on est déjà professeur. En somme, l'article scientifique, c'est vraiment un passage obligé, quel que soit son stade carriéral, dès lors qu'on est en recherche universitaire. Ça fait partie des choses qu'on doit faire. Une autre finalité, cette fois-ci, de l'article, mais en tant que processus, c'est la fonction cognitive de l'écriture. Autrement dit, parce que j'écris, ça me permet de prendre de la distance vis-à-vis de mes résultats, et donc ça me permet d'affiner ma compréhension, de manipuler un peu ma pensée, de la structurer davantage. De sorte que l'article scientifique, c'est certainement pas juste une transmission des résultats que j'ai obtenus et que j'ai analysés déjà. En soi, l'article scientifique, parce qu'il demande de l'écriture, c'est comme un aboutissement, un prolongement dans la compréhension fine de ces résultats. C'est une partie intégrante de l'élaboration de connaissances. Au stade de l'article scientifique, vous allez encore faire des découvertes
tandis que plus subtil, mais des découvertes sur vos résultats, sur les relations de vos différents résultats, sur ce que ça ouvre en termes de pistes de recherche futures, etc. Donc ça fait partie intégrante de l'élaboration de connaissances à ce titre-là. Alors, structure d'un article scientifique, structure assez simple, puis vous la connaissez sans doute. Résumé d'abord, résumé qui prend vraiment l'entièreté de l'article. Ensuite, introduction, problématique, cadre conceptuel. Souvent, on en parle en termes de contexte, excusez le qui se balade ici. Parce que l'article scientifique est relativement court, il faut trouver des moyens de condenser un peu, et c'est souvent ces deux parties-là qui sont condensées, dépendamment du format qui est demandé dans les revues par les comités éditoriaux, mais il arrive fréquemment qu'on trouve la partie contexte à la place de ces deux-là. Puis ensuite, ce que vous connaissez bien, objectif, méthodologie, résultat, discussion et conclusion. Ce que je vous propose ici, c'est de passer sur chacun de ces éléments-là, et puis simplement d'attirer votre attention sur certains points qui sont peut-être moins évidents, ou en tout cas qui sont bons à rappeler. Par exemple, le résumé, est très court, mais il doit contenir un aperçu des résultats principaux, contrairement à l'introduction. L'introduction, elle annonce la structure générale de l'article, mais elle ne va pas annoncer les résultats. Elle va simplement dire que vous allez présenter les résultats à un moment ou à un autre de votre article. Alors que dans le résumé, on attend même un aperçu des résultats principaux. Autrement dit, le résumé porte vraiment sur une synthèse depuis l'introduction jusqu'à la conclusion de votre article. Ensuite, si on parle du contexte, donc problématique plus cadre conceptuel, ce qu'on trouve généralement ou ce qu'on met de l'avant, c'est la pertinence sociale, c'est-à-dire les enjeux ou les retombées de vos résultats au niveau pratique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce que vous avez à dire? Okay? Puis, qu'est-ce que ça va permettre? Alors, nous, on est en éducation, on a justement des enjeux et des retombées qui sont des fois très pratiques, très immédiates. Par exemple, une recherche sur une certaine pratique pédagogique. À la fin de la recherche, on est capable de dire est-ce que c'est une pratique pédagogique efficace pour l'apprentissage ou non. D'accord? Attention toutefois, je vous mets en garde, la pertinence sociale est toujours très importante. Elle va cependant être variable suivant les types de recherches. Vous allez avoir des recherches qui vont avoir des retombées relativement immédiates, comme celle que j'ai mentionnée sur les pratiques pédagogiques. Mais vous allez aussi avoir d'autres recherches qui ont des retombées qui sont moins immédiates, d'accord, qui ont moins de conséquences directes pour, par exemple, l'enseignement ou l'apprentissage, mais qui sont tout aussi pertinentes. Donc, attention de ne pas mesurer la pertinence des recherches uniquement en termes de pertinence sociale, parce que c'est un virage, malheureusement, qu'on est en train de prendre avec une vision relativement utilitariste de la recherche, où, si ça ne donne pas quelque chose de concret, de mesurable, d'observable à la fin et immédiatement, on considère que c'est plus de la recherche. Pourtant, il y a de la recherche fondamentale là-dedans qui est extrêmement importante, notamment pour paver la voie à de la recherche plus appliquée ensuite. Donc, pertinence sociale, c'est bien important, mais ça ne fait pas tout, et ça ne doit pas être le seul critère pour juger de la validité ou de la pertinence d'une recherche. Pertinence scientifique aussi, puis dans la partie contexte qu'on trouve souvent, c'est un portrait de l'état d'avancement des connaissances, c'est-à-dire où on en est. Autrement dit, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les limites ou les biais de ce qu'on sait aussi. Et puis, si on a des concepts ou des théories, ou bien des tendances empiriques. Dans le contexte, certaines recherches ou certains auteurs vont davantage présenter des théories ou des concepts qui éclairent leur objet d'étude, d'autres vont davantage présenter une recension des écrits. D'accord, là aussi c'est variable et ça va dépendre à la fois de la revue que vous visez et puis en même temps finalement de votre objet d'étude et de la manière dont vous l'abordez. Dans l'espace restreint qui est le vôtre, il faut faire des choix. Mais c'est généralement les deux parties qui ressortent principalement. Et c'est ces deux parties-là qui vous mènent à formuler finalement l'objectif. Et l'objectif doit toujours être réglé sur l'état d'avancement des connaissances. Autrement dit, l'objectif, quand vous écrivez un article, vous l'avez déjà et depuis longtemps, puisque vous avez fait toute une recherche avant d'en arriver à l'article. Ce qu'il faut, et l'enjeu au niveau de l'article scientifique, c'est vraiment d'arriver à dresser un état d'avancement des connaissances en parfait alignement avec votre objectif. Je vous montre un exemple concret. Vous avez un état d'avancement des connaissances qui est celui-ci. D'accord? On sait que les élèves ont des usages numériques variés. Certains usages numériques sont plus éducatifs que d'autres, mais ces usages éducatifs ne sont pas présents chez tous les élèves. On ne sait pas encore quelles sont les variables socioculturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usages numériques éducatifs chez les élèves. Mettons que c'est dans les grandes lignes l'état d'avancement des connaissances qu'on a dressé. D'accord? Vis-à-vis de cet état d'avancement des connaissances-là, certains objectifs vont être admissibles, vont être cohérents, vont glisser à la suite de celui-là, d'autres moins. Si on prend par exemple ces trois formulations d'objectifs-là, dans le premier, quels sont les usages numériques éducatifs des élèves?
a priori, c'est déjà un objectif dont on a la réponse, étant donné l'état d'avancement des connaissances. Si on revient en arrière, on nous dit qu'on sait que les élèves ont des usages numériques variés. Certains usages sont plus éducatifs que d'autres. Donc, il y a sans doute eu des recherches qui se sont penchées là-dessus, qui ont réussi à catégoriser les usages. À partir de là, savoir quels sont les usages éducatifs, c'est peut-être une redondance vis-à-vis de ce qu'on sait déjà. Deuxième formulation possible, comment les usages numériques éducatifs varient-ils suivant l'âge des élèves? Ici, au contraire, on a peut-être un objectif qui est trop anticipé par rapport à l'état d'avancement des connaissances. Pourquoi? Ben parce que l'âge, c'est une variable socioculturelle parmi d'autres, mais on ne sait pas si elle est liée aux usages éducatifs numériques des élèves. En fait, on s'en doute que oui. Reste que dans l'état d'avancement des connaissances ici, on nous dit qu'on ne sait pas quelle variable socioculturelle détermine les usages. Alors pourquoi se focaliser tout de suite sur l'âge? Ce qui manquerait ici, c'est éventuellement une ligne disant, par ailleurs, on sait que l'âge est justement une de ces variables socioculturelles très importantes. Et là, on pourrait y aller avec cet objectif. Donc finalement, l'objectif qui est le plus découlant de notre état d'avancement des connaissances, c'est bien celui-là. Quelles sont les variables socioculturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usage numérique éducatif chez les élèves? Donc vous voyez que suivant l'état d'avancement des connaissances, vous ne mettez pas n'importe quel objectif derrière. Et donc comme vous avez déjà votre objectif quand vous écrivez un article, ben, c'est vraiment l'état d'avancement des connaissances que vous devez régler précisément pour calibrer avec cet objectif-là. Est-ce que c'est bon? Bien ensuite, la méthodologie. La méthodologie propose généralement une structure très standard qu'on trouve à travers les mémoires, les thèses, les rapports de recherche, les articles, à savoir participants, collecte de données, analyse de données. Ben, puisque la structure est standard, adoptez-la. D'accord? Tout simplement, prenez-la comme elle est. C'est très bien, ça simplifie la tâche de tout le monde. Les évaluateurs s'attendent à avoir cette structure-là, donc prenez-la, donnez-leur. D'accord? Pour ce qui est des résultats, la présentation des résultats fait généralement intervenir, je dirais, 3 mouvements. Un mouvement descriptif, donc on décrit les résultats qu'on a d'abord. Ensuite, un mouvement illustratif, donc on vient appuyer la description des résultats par exemple, une figure, un tableau, du verbatim, des citations. Et puis ensuite, l'interprétation des résultats. Pensez bien à décrire les résultats avant de les interpréter, sans quoi vous mettez votre évaluateur dans une position où il doit vous croire sur parole. Parce que vous ne lui avez pas donné la matière à partir duquel il peut apprécier la même interprétation que vous. Donc il est bien important de décrire d'abord, d'illustrer ensuite finalement. Alors, dans sa forme la plus classique et puis la plus rigoureuse quasiment, on trouve vraiment pour chaque résultat que vous présentez, description, illustration et puis interprétation. Je vous montre un exemple ici. On a ici une description. À la lumière des propos obtenus en entrevue, les participants ne semblent pas de manière générale contenir da. Ensuite, on a ici des citations qui permettent d'illustrer ça. Et on a ensuite l'interprétation qui vient ici. Ainsi, les participants semblent à première vue avoir une opinion plutôt favorable, etc. En arrivant ici, votre évaluateur, parce que vous avez montré ça, peut dire effectivement, ça fait sens. Si vous aviez que ça, il pourrait se dire, comment est-ce que vous en êtes venu à ça? Bien sûr, ça c'est la forme idéale, ou en tout cas la forme un peu archétypale. Ça peut se passer différemment. Par exemple ici, vous avez une première description. En ce qui concerne le contenu d'enseignement du vernaculaire, nous avons demandé aux participants, etc., puis on a obtenu et décrit ces résultats-là. Vous avez une illustration, mais ici, on n'a pas une interprétation, on a davantage de nouveau une description de nouveaux résultats qui est complémentaire à celui-ci. Donc il est possible d'approfondir ces premiers résultats en nous intéressant aux formes vernaculaires à intégrer dans l'enseignement, etc. Donc on sent qu'on va avoir de nouveau, sans doute, une description et une illustration, avec quelque part une interprétation de ce lot de résultats-là. D'accord? Mais quel que soit le mouvement, finalement, on a toujours d'abord de la description avec l'illustration avant d'en venir à une interprétation. Est-ce que c'est bon? Après la présentation des résultats, vous avez finalement la discussion. Alors la discussion, elle revient finalement à l'état d'avancement des connaissances et cette fois-ci par rapport à mes résultats que j'ai obtenus, que j'ai décrits, que j'ai interprétés, comment est-ce que je me situe vis-à-vis des résultats similaires que j'ai posés dans le portrait de l'avancement des connaissances en termes de convergence, divergence, complémentarité, nuance. D'accord? Quels sont les points qui se recoupent, les points qui différencient, etc. Souvent, la discussion, on aurait tendance à vouloir l'escamoter un peu parce que c'est fin d'article, on est bien fatigué, puis on a l'impression qu'avec nos résultats, on a déjà beaucoup donné.
Pourtant, c'est une partie, en fait, c'est la partie qui permet vraiment un apport à la science, parce que c'est là que vous mettez vos résultats qui sont isolés, qui sont contextuels, qui sont spécifiques, en lien avec le reste de l'état d'avancement des connaissances. Donc, votre contribution scientifique, elle n'est pas dans vos résultats, elle est vraiment dans la discussion de vos résultats. D'accord? C'est vraiment là que, finalement, vous remettez vos résultats en lien avec le contexte scientifique qui existe. Et c'est là que vous avez une vraie discussion avec les auteurs. Présenter juste les résultats, c'est bien, mais ça ne fait pas toute la job. C'est vraiment au niveau de la discussion que ça se passe. Conclusion assez facile, rappel des objectifs généralement. Ok, pourquoi on a fait tout ça? Reprise des éléments principaux de la discussion, quels sont les résultats principaux, puis comment ils se situent vis-à-vis de la littérature scientifique, et puis les limites méthodologiques. On en a tous des limites méthodologiques, il y a rarement une recherche qui est parfaite, donc pas de problème à le dire. Et quelque part, quelqu'un qui arrive à bien conscientiser ses limites, c'est quelqu'un aussi qui a bien la maîtrise de son sujet, d'accord? Qui voit bien ce qu'il a été capable de faire versus les biais possibles. Et puis enfin, piste de recherche future qui découle de ça. Alors, un petit récapitulatif ici de la structure d'un article. Si on considère que vous avez là l'état d'avancement des connaissances, donc qui progresse, d'accord? Recherche après recherche, résultat empirique après résultat empirique. On remarquerait au passage que c'est complètement grotesque cette représentation parce que l'état d'avancement des connaissances évolue jamais comme ça, d'accord? C'est beaucoup plus multidirectionnel, ça se contredit, ça se débat, puis c'est pour ça que la recherche avance finalement. Mettons qu'on est vraiment dans une avancée comme ça. On a finalement, là vous excusez aussi les lettres abandonnées un peu, le contexte qui est ici, qui est vraiment basé sur l'état d'avancement des connaissances, notamment avec la pertinence scientifique, extrêmement importante pour poser l'objectif. D'accord? Il faut vraiment en passer par là pour déterminer l'objectif. Ce qui veut dire que si votre état d'avancement des connaissances est là, votre objectif ne doit pas être là, il ne doit pas être là, il ne doit pas être là, il doit vraiment être là. D'accord? Vous ajoutez une brique sur le mur. À partir du moment où vous la mettez trop haut, votre brique, elle repose sur rien. Donc, le contexte que vous posez, l'objectif qui est juste en lien avec votre état d'avancement des connaissances. Puis vient une partie où on prend plus de distance vis-à-vis de l'état d'avancement des connaissances, c'est précisément la méthodologie et aussi les résultats, parce qu'on les interprète pour soi, avant justement de revenir à la discussion qui, elle, répond directement aux objectifs. Donc on voit qu'il y a des parties dans un article qui sont finalement très liées à l'état d'avancement des connaissances, d'autres on prend un peu plus de distance parce qu'on est sur nos affaires, sur notre recherche spécifique. Mais c'est bien le va-et-vient entre les deux qui est nécessaire. Comme je le disais, j'ai focalisé ici sur les articles empiriques. Il y a les articles théoriques, il y a les revues de la littérature, il y a les méta-analyses qui sont fort pertinentes, particulièrement à un moment, je pense aux revues de la littérature et aux méta-analyses, où on a de plus en plus de recherches, donc de plus en plus de données empiriques, mais de moins en moins de temps pour les ramasser. Si on prend certains domaines, moi je suis en technologie en éducation, et on a beaucoup finalement de résultats qui sont épars, mais ça ne fait pas un avancement du domaine. D'accord? Ça fait juste des résultats qui sont épars. Donc, il s'agit avec les revues de littérature, les méta-analyses, d'aller regrouper tout ça et de les mettre en voie, de faire le point, de faire le bilan sur là où on en est vraiment. Donc, c'est des sacrées contributions à l'avancement des connaissances et aussi des sacrées méthodologies parce qu'il y a toute une rigueur à suivre pour faire une bonne revue de la littérature ou pour faire une bonne méta-analyse. Donc, à ne pas sous-estimer. C'est moins ce qu'on demande aux étudiants. On demande des recensions des écrits, bien sûr, pour l'état d'avancement des connaissances, mais je pense pour les chercheurs en poste, c'est vraiment quelque chose là, qui est très bien et qui est extrêmement formateur sur son expertise. Donc, à ne pas sous-estimer. Alors, ça nous amène finalement au processus de rédaction d'un article scientifique. Donc, quelles sont les étapes à travers lesquelles on passe? Et la première, finalement, avant d'écrire, c'est bien de lire. D'accord? C'est parce qu'on lit qu'on arrive justement à connaître l'avancement des connaissances. Et quand on en est à un article scientifique, c'est parce qu'on lit qu'on arrive à actualiser le portrait de l'état, excusez-moi pour le 2, de l'état d'avancement des connaissances. Autrement dit, généralement, vous avez déterminé votre objectif au départ, à partir de la littérature scientifique. Vous avez ensuite mené votre recherche, collecte, analyse, etc. Il a pu se passer bien des choses depuis, généralement rien de révolutionnaire, mais simplement pour actualiser votre connaissance du domaine, vous allez faire une nouvelle recension au moment de l'article où vous allez chercher les résultats les plus récents que vous allez faire valoir dans votre article. Alors,
comment est-ce qu'on fait un portrait de l'état d'avancement des connaissances ou comment est-ce qu'on l'actualise. Là, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie d'une recension des écrits, mais simplement vous dire de sélectionner les textes qui traitent de votre objet d'étude, de procéder bien sûr à une analyse descriptive, autrement dit, quels sont les résultats obtenus, qu'est-ce qu'on sait. Mais souvent, l'analyse descriptive est satisfaisante, mais pas tout à fait, si elle n'est pas mêlée à une analyse critique. Autrement dit, quelles sont justement ces convergences, ces divergences, ces complémentarités, etc. C'est des choses qu'on ne connaît pas si on en reste à un point purement descriptif. Et il y a un danger dans certains textes que de voir finalement un état d'avancement des connaissances qui est uniquement descriptif et qui est souvent sous forme de liste. Autrement dit, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, on sait ça, on sait ça, on sait ça. Mais qu'est-ce qu'on en pense, d'accord? Et qu'est-ce que ça nous dit sur notre objet d'étude? C'est quelque chose qu'on fait davantage avec une posture critique, donc à ce niveau-là. Donc le descriptif est bien important, mais c'est avec le critique que vous allez pouvoir attacher tout ça, puis vous positionner aussi dans votre recherche. OK. Ensuite, vous avez actualisé votre vue de la littérature, donc vous êtes au clair avec ce qui s'est fait, les résultats les plus récents, etc. Vous êtes prêt finalement à rédiger ou presque. La première étape, ça va être de sélectionner finalement les résultats que vous souhaitez inclure dans votre article. Pourquoi? Parce qu'un article a une forme relativement courte, à partir de là, il ne peut pas prendre tous les résultats que vous avez. Alors, ce qu'on fait généralement à cette étape-ci, c'est qu'on a fait notre recherche, on avait des objectifs, il y a sans doute des résultats qui sont ressortis, des résultats intéressants en lien direct, d'autres résultats qui sont plus secondaires mais qui participent à la compréhension. Ce qui consiste à faire à cette étape-ci, c'est vraiment à répartir vos résultats en différents articles. Autrement dit, quels sont ceux, par exemple, qui sont pertinents pour cet objectif-là, quels sont ceux que je pourrais regrouper dans un autre article. Et là, vous allez vraiment essayer de sélectionner les résultats par lots de résultats, c'est-à-dire par des systèmes de sens, des systèmes cohérents. Quels sont les lots de résultats qui, ensemble, se tiennent bien, qui pourraient faire l'objet d'un article parce qu'ils ne sont pas trop nombreux, et comment je pourrais regrouper les autres également pour en tirer parti. Mais il y a bien cette sélection des résultats à faire parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un article scientifique et on ne peut pas non plus tout expliquer en 20 pages en termes de complexité. Donc il y a des deuils à faire. OK. Ensuite, vient l'étape où on a notre lot de résultats, donc on peut établir un plan détaillé de l'article. Souvent, par plan détaillé, on entend partie 1, premier titre, ensuite sous-section, etc. Les titres sont bien, mais ils ne sont pas toujours parlants autant qu'on le voudrait. Alors, souvent je le fais, puis souvent j'encourage mes étudiants à le faire, moi-même pour avoir une meilleure idée de leur processus d'écriture. Un plan détaillé, c'est vraiment un plan où vous avez déjà vos différentes parties. D'accord? Avec par exemple, ici ma partie contexte, TIC immigration. On sait que les technologies ont un potentiel pour soutenir la migration, et on le voit avec le concept de Connected Migrants, etc. On sait que c'est notamment le cas pour l'intégration dans la société d'accueil, etc. Puis là, ce que j'ai en plus de mon plan, c'est vraiment mon fil argumentaire. D'accord? Par où je vais passer pour arriver justement jusqu'à l'objectif. OK? Objectif. Donc on voit que finalement tout est beaucoup plus détaillé que simplement des plans, OK, ou des titres qui ne sont pas toujours très informatifs. Je vous conseille vraiment d'aller dans le détail lorsque vous préparez votre article et avant même d'écrire, parce que ce sera du temps de gagner lorsque vous serez prêt à écrire. OK, là pareillement pour les résultats. OK, principaux résultats. Et puis ce que ça nous dit comme application et comment est-ce que je peux mêler les uns aux autres, comment est-ce que j'organise tout ça. Vient le temps où on a notre plan détaillé, donc on peut maintenant passer finalement à la rédaction du contenu. Et là, il y a une règle simple qu'on connaît tous, mais qu'on a des fois du mal à appliquer. Une idée par paragraphe. D'accord? C'est simple et ça, c'est efficace. Notamment pour le lecteur. Je vous montre un contre-exemple, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez ici un texte, okay, qui traite des avantages et des inconvénients du travail en équipe pour l'apprentissage d'une langue seconde. Vous avez ici un premier avantage qui est mentionné. Ensuite, un inconvénient. Un deuxième inconvénient, un avantage. Votre lecteur, il arrive là, il ne sait plus. Est-ce que le but, c'était de traiter des avantages ou des inconvénients? Est-ce que c'était de dire qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients? Est-ce que c'était de dire qu'il y avait des inconvénients qui étaient particulièrement forts par rapport aux avantages et qu'il fallait justement se pencher dessus pour y remédier? Il est perdu. Il y aurait eu 2 paragraphes, ben aucun problème, les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. D'accord? Donc pensez-y bien. Quand vous avez vraiment une idée par paragraphe dans vos textes, normalement votre lecteur, et je le fais des fois en tant que directeur
de maîtrise et de doctorat est capable de poser des phrases clés au début de chacun de vos paragraphes par la lecture même du paragraphe. Par exemple, ici, la phrase clé, c'est les représentations des apprenants concernant le travail en équipe sont variables, notamment suivant leur culture. Ici, une deuxième phrase clé, les représentations des apprenants concernant le travail en équipe peuvent freiner ou aider la qualité du travail en équipe. Si moi, j'arrive à le faire en tant que lecteur extérieur, c'est vraiment que le texte est limpide. D'accord? Ça devrait ressembler à peu près à ça. Vous êtes en train d'écrire, donc une idée par paragraphe, etc. Puis vous avez un article avec un certain nombre, une certaine longueur qui vous est donnée, par exemple à plus de 15 pages, pas plus de temps d'espace compris, etc. Vous le savez, mais bridez-vous pas à ce moment-ci dans votre écriture. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une fonction cognitive de l'écriture, de sorte que vous êtes en train, finalement, de mieux comprendre vos résultats au moment où vous les écrivez. Donc laissez-vous vraiment faire le tour de vos résultats et de vos interprétations, plutôt que de vous dire, ben j'en suis là, mais je pense que je vais arrêter, parce que je pense que après je vais trop en faire. Donc, écrivez pleinement, ne vous bridez pas quand vous êtes dans le processus même. Vous aurez l'occasion de vous brider ensuite, d'accord, quand vous aurez dit tout ce qu'il y avait à dire. Au niveau du sens et de la forme, bien sûr, tolérez l'imprécision et l'inexactitude. C'est un processus. Vous ne pouvez pas tolérer l'imprécision ou l'inexactitude dans le produit, mais au niveau du processus, laissez-vous aller. Alors, dans mon cas, ça donne facilement des choses comme ça qui sont en rouge, qui sont surlignées, qui sont barrées, mais que je laisse parce que je ne suis pas sûr que je vais les enlever, etc. D'accord? Et ça, c'est la version soft. Hein. Là, je m'approche de la fin. Au début, c'est beaucoup plus brouillon. Vous avez tout écrit, vous en avez bien trop. Ben, je vous dirais, c'est bon aussi. D'accord? Toujours mieux que pas en avoir assez. Puis normalement, quand il y en a bien trop, il y a de la chance qu'il y ait de la pertinence dans ça quelque part. Alors, il vous faut couper l'article. Coupez-le quand votre contenu est stabilisé. Vous avez vraiment eu l'impression d'avoir tout dit sur les données que vous avez présentées en termes d'interprétation. Et le but, c'est bien sûr de répondre aux directives éditoriales. Et puis aussi, de mettre en exergue le fil rouge de l'article. D'accord? Vous avez tout dit, donc votre partie résultat, souvent elle en a beaucoup, puis elle va un peu dans différents sens. C'est là que vous faites un peu des deuils, et puis que vous dites, ben, finalement, cette partie-là, je vais peut-être la laisser de côté, parce que pour mon fil directeur, c'est plus simple, c'est plus cohérent, c'est plus direct d'y aller directement. Donc, à ce moment-là, vous travaillez sur la structure même de l'article et vous en faites quelque chose de beaucoup plus accessible. Petite technique pour savoir comment on coupe. C'est tout simplement quand vous devez couper une phrase ou un paragraphe, barrez-le, d'accord, avec l'option Word, et puis ensuite lisez le début, l'avant, lisez l'après. Si ça se tient bien au niveau de la cohérence, ben, c'est que ce que vous avez barré n'est pas nécessaire pour la compréhension. Votre lecteur ne va pas être perdu si vous l'enlevez. En revanche, si vous l'enlevez, puis qu'il y a des éléments qui viennent après et qui ne sont plus compréhensibles sans cet aspect-là, c'est que c'est une idée primaire, il faut dans ce cas-là la garder. D'accord, éventuellement la raconter. La panne d'inspiration, ok, vous êtes là en train d'écrire, et puis etc., il n'y a rien qui vient. Ben, la première chose, c'est de retourner aux lectures. Souvent, ce n'est pas des pannes d'inspiration, c'est des pannes de compréhension ou d'input. D'accord, c'est que vous n'êtes pas assez exposé. Donc, ça ne vient pas. C'est vraiment en lisant, généralement, que ça vient. Si vous avez vraiment tout lu, vous avez aussi la possibilité de remanier vos idées avec une carte conceptuelle qui permet justement vraiment de manipuler. Donc, on met tout dans des bulles et puis on bouge ça, on l'organise. Les collègues vont être extrêmement intéressants à ce moment-là aussi pour vraiment discuter avec vous de ce qui va bien, de ce qui ne va pas. Pour la relecture finale aussi, je le mentionnerai. Et puis, prendre la distance, laisser reposer éventuellement. Il faut savoir que quand on écrit 50 heures sur un texte, au bout d'un moment, on l'a là. Et puis, on n'a plus la distance qu'il faut là pour vraiment le voir avec un peu de distance. Et enfin, une très très bonne technique qui est constructive et puis positive parce qu'elle joue doublement, c'est de faire une communication de vos résultats. Autrement dit, vous avez organisé vos résultats, vous êtes dans le processus d'écrire votre article, ben, si vous avez l'occasion, faites une communication là-dessus. Parce que ça va vous permettre une première structuration de vos résultats, mais de manière relativement concise, et aussi ça vous donne surtout une échéance. D'accord? Parce qu'on vous attend un jour J pour présenter. Donc c'est un boost aussi. Ça vous permet de partir ensuite de votre communication pour alimenter notamment la partie résultat de votre article et voir comment est-ce que vous pouvez revoir ça. Ça vous oblige également à synthétiser au maximum vos données parce qu'une communication, c'est en moyenne 20-30 minutes. D'accord? Donc ça va très vite. Puis souvenez-vous que écrire un article, c'est 90% de travail et 10% d'inspiration, etc. Donc quelque part, plutôt que d'attendre le nez en l'air que ça vienne, je vais dire, donnez-vous une procédure claire et facile avec une première étape accessible pour vous mettre
dans le vent finalement et pour aller de l'avant. Pas besoin d'être très inspiré en fait pour écrire un article, il faut juste avoir une méthode, être bien rigoureux. On en vient maintenant à la posture énonciative d'un auteur scientifique. C'est une partie qui est généralement moins abordée dans les livres sur comment écrire une thèse, comment écrire un mémoire, etc. Comme je le disais, la posture énonciative, c'est comment l'auteur doit se montrer, doit se faire voir à son lecteur quand il est chercheur, d'accord? Et notamment vis-à-vis des autres auteurs qu'il mentionne. Alors, généralement, on attend dans un article scientifique un style sobre, ça va de soi. Donc, évitez le vocabulaire chargé ou dramatique. D'accord? Il y a rarement de révolution en éducation, donc pas la peine de le dire ou de l'annoncer dans vos premières lignes. Attitude de doute ou de prudence, c'est souvent très apprécié. D'accord? En fait, pour convaincre votre lecteur, allez-y non pas par l'importance de vos découvertes, mais bien par la rigueur de votre démarche et de l'article. D'accord? C'est plus convaincant que des résultats mirobolants. Il y a ensuite deux métaphores qu'on pourrait utiliser pour, je dirais, décrire la posture d'auteur scientifique. Il y a celle de l'auteur comme narrateur de soi et de ses idées. Ça, c'est celle qui convient très bien, par exemple, à un écrivain. D'accord? Parce qu'un écrivain, il a toute la créativité pour lui, puis il peut effectivement s'essaler. C'est beaucoup une question d'inspiration. Quoique pas seulement. Mais dans notre cas, dans le cas de l'article scientifique, c'est davantage un metteur en scène qu'on pourrait prendre comme figure. La figure du metteur en scène qui va mettre en scène justement les auteurs, leurs idées, et lui, d'accord? Parce qu'il fait partie, finalement, de la pièce de théâtre qu'il est en train de dérouler. Et lui aussi doit se montrer à sa part à jouer. Alors, dans cette mise en scène-là, comme on l'a vu tout à l'heure un peu avec le graphique du Zenrou, vous allez avoir certaines parties, certaines sections qui sont plus monologales, notamment la méthodologie et les résultats. Généralement, ici, l'auteur est plus sur sa recherche, et puis décrit finalement ce qu'il en comprend, il l'interprète, etc. Mais les autres auteurs sont relativement distants. Dans la méthodologie, vous allez bien sûr citer du monde, mais ce n'est pas du monde en lien avec l'état d'avancement de votre connaissance. D'accord? C'est des auteurs qui vous disent, qui vous expliquent un peu la méthodologie à suivre. Par contre, dans les parties contexte et discussion, là, vous allez vraiment être en dialogue. Et c'est là qu'on retrouve nos points de convergence, divergence, complémentarité, etc. Et c'est là donc que vous allez avoir différentes voix à conjuguer, dont justement la vôtre. Alors, dans cette posture-là, il est important d'intégrer les apports de chaque auteur ou idée au reste du dialogue, et c'est là qu'on doit éviter de dire, par exemple, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça. D'accord? C'est là qu'il faut vraiment avoir une interaction entre ces auteurs-là. Et puis, positionner explicitement votre voix à celle des auteurs. Quand vous évoquez des auteurs, on s'imagine que c'est pour une bonne raison. Alors, dites-le, c'est quoi la raison? Est-ce que c'était justement donc de montrer qu'on n'est pas encore clair dans la littérature du domaine avec ce concept-là? Est-ce que c'est de dire qu'il y a une tendance, par exemple, qui est meilleure qu'une autre alternative dans la littérature scientifique? C'est quoi que vous voulez en citant ces auteurs-là? Allez bien toujours au bout de votre idée pour non seulement mettre les auteurs en dialogue, mais aussi montrer à votre lecteur que vous avez un intérêt derrière ça. Vous avez une ligne argumentaire que vous suivez. Et là, on en vient à un point qui est extrêmement important, je pense, et puis sur lequel on se bute souvent, notamment au départ. Il faut jamais, mais vraiment jamais partir du principe que le lecteur vous comprendra. OK? Parce que dans un article scientifique, il y a deux sens à manipuler. Le sens doit à la fois être complexe, on est dans du complexe, mais le sens doit aussi être précis parce qu'on ne tolère pas le vague, l'incertitude, l'approximation dans un article scientifique. Deux choses à conjuguer qui ne sont pas si faciles que ça à mettre ensemble. D'accord? À partir de ce moment-là, dire simplement, ça suffit plus. Vous pouvez bien dire, mais je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit, mais est-ce que vous l'avez fait comprendre à votre lecteur? Et c'est vraiment dans ce faire comprendre-là qu'il faut vous mettre, et non pas dans le fait laboratif. Donc, la construction du faire comprendre dans un article, c'est vraiment une construction volontaire, intentionnelle, où vous allez prendre votre lecteur par la main et vous allez vraiment lui dire tout ce que vous avez fait, puisque vous voulez qu'il comprenne ce qu'il y a à retenir dans ce que vous dites, etc. D'accord? Arrêtez-vous jamais simplement au dit, parce que ça suffira pas. Alors, pour justement le faire comprendre au lecteur, on va pouvoir le construire à plusieurs niveaux. Au niveau du sens d'abord, on va rester cohérent, d'accord, dans nos propos. Au niveau de la structure, nos parties vont bien s'enchaîner. Il va y avoir des transitions,
etc. Et sur le plan de l'énonciation, comme je disais, il y a vraiment quelque chose à faire aussi, qui est de prendre un lecteur par la main. On lui dit où on est, on lui dit où on va, on lui dit ce qu'on a vu, et on lui dit où on s'en va ensuite, ce qu'il y a à retenir, etc. On explicite vraiment toutes les démarches du texte. Donc c'est comme un peu une métavoix qui va guider le lecteur sur son parcours du texte. Imaginez un manoir ou un grand château avec plein de pièces un peu labyrinthiques. Vous n'amenez pas votre lecteur en lui disant va visiter. Vous le prenez par la main, vous entrez dans le hall, vous lui dites, vous voyez, il y a un grand hall, il y a différentes pièces. Certaines pièces sont reliées les unes aux autres, certaines non. Je vous propose de commencer la visite par la gauche, et puis ensuite on finira par la droite. Vous rentrez par la première pièce, vous montrez les fonctions de la pièce, etc. Vous l'emmenez, vous le sortez, vous l'amenez à la deuxième pièce. C'est vraiment ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, dans ce sens-là, et je dirais de manière un peu démagogique, un bon article, c'est un article dans lequel le lecteur ne se pose pas trop de questions parce qu'il est guidé. D'accord? Quand il ne se pose pas trop de questions sur où est-ce que je m'en vais, pourquoi est-ce qu'il dit ça, il peut mettre autant d'attention sur l'évaluation, l'appréciation de votre travail réel. Et c'est ça qu'il est payé pour faire. En l'occurrence, il n'est pas payé, mais ce serait beau. D'accord? Donc, vraiment, il y a le faire comprendre, en plus du dire, il faut aller jusque-là. Alors, on en vient à la soumission et l'évaluation. Avant la soumission, faites une relecture minutieuse, d'une part du contenu, d'autre part de la forme. Il faut savoir que chaque revue demande des directives généralement très précises au niveau de la forme. Alors, respectez-les. Parce que si vous ne les respectez pas d'emblée, ben, le lecteur va d'emblée se dire, est-ce que vraiment il a fourni l'effort nécessaire, est-ce que vraiment le travail a été rigoureux, etc. C'est qu'une question de forme, mais ça peut en dire beaucoup sur le reste, ou en tout cas teinter un peu l'image de départ. Donc il y a des consignes claires et faciles à respecter, elles sont fastidieuses en fait, mais faites-les, d'accord? Je veux dire, vous aurez plein d'occasions là, de vous faire rentrer dedans à tous les endroits de vos textes, donc faites-vous pas rentrer dedans sur des choses comme ça, d'accord? Donnez à votre auteur, à votre évaluateur la possibilité d'interagir sur des choses intéressantes. Et puis, c'est là que la relecture par les pairs est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Parce que c'est comme une pré-évaluation plus compréhensive et qui amène des bonifications extrêmement intéressantes. Donc, je disais, soyez scrupuleux sur la longueur du texte, mais aussi sur la précision. D'accord? Souvent, dans mes expériences d'encadrement, dans les textes que je vois de mes étudiants, souvent, ils ont tendance à vouloir utiliser, par exemple, des synonymes pour ne pas alourdir le texte. Mais la première réaction d'un évaluateur, ça va être pourquoi est-ce qu'il y a deux synonymes? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des sens différents? Est-ce que c'est parce que c'est le même sens? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a deux mots? D'accord? Donc, on ne va pas chercher la forme avec un article scientifique. Choisissez au départ de l'article un lot de termes spécialisés qui sont reliés à votre objet d'étude, puis définissez-les, puis gardez-les. D'accord? Et ça fera tout à fait l'affaire. Critères possibles pour le choix des revues. Il y a ce qu'on appelle le facteur d'impact de la revue. Généralement, il y a différentes méthodes de calcul, puis il y a différentes mesures. Généralement, ça consiste à voir, par exemple, après 2 ans d'un article publié dans une revue, combien de fois est-ce qu'il a été cité par d'autres revues. Donc, c'est une idée un peu de la visibilité, de la popularité de la revue. Attention toutefois, les revues francophones ne sont pas toujours listées dans les facteurs d'impact, qui sont principalement en fait davantage, je dirais, dans les pays anglo-saxons. Donc, ça ne doit pas être le seul critère. Il y a aussi bien sûr la pertinence et l'excellence de la revue que vous pouvez prendre, notamment sa popularité, son prestige, et qu'il y a des auteurs reconnus qui ont publié dedans. Mais attention aussi de rester réaliste. D'accord? Si c'est par exemple un premier article, ou en tout cas si vous en êtes au début de votre processus de publication, c'est peut-être pas celle-ci que vous allez viser en premier lieu. Vous allez peut-être en viser une qui a peut-être un peu moins de prestige, mais qui est tout aussi pertinente. Et puis enfin, le temps de publication. Regardez-le un peu. Combien, par exemple, est-ce que le numéro, ils sortent par an? D'accord? S'ils en sortent 2, ça peut dire que vous pouvez publier dans 2 ans, 3 ans. Il faut savoir qu'un texte qui est rapidement publié, ça prend environ, je dirais, 1 an et demi, et ça, c'est les bons textes, les revues qui sont les plus rapides. Les revues qui sont à peu près les plus lentes, je dirais que c'est vers 4-5 ans d'attente. Alors, ça va de soi que faire publier ces résultats après 5 ans, c'est un peu moins, ça a moins de force, surtout quand on est jeune, puis quand on en a besoin pour en faire certains usages. Donc, regardez quand même les temps de publication.
Et puis, c'est ça, une piste toute simple, c'est de regarder un peu les différentes revues qui reviennent souvent dans les textes que vous avez lus et qui sont vraiment pertinents pour votre sujet. C'est sans doute des bonnes indications. Il y a aussi des revues plus spécialisées, puis je mentionne celle-ci parce que j'ai eu la chance, je dirais, de passer à travers quand j'étais au doctorat, justement. C'est la revue canadienne des jeunes chercheurs en éducation. Ils ont changé d'équipe récemment, donc je ne sais pas trop où ils en sont, mais ce qu'ils proposent, c'est une évaluation par des professeurs et ensuite un suivi de la bonification du texte avec quelqu'un de la revue, notamment donc un étudiant mais qui a plus d'expérience, qui en est au bout de sa thèse ou qui est récemment entré comme professeur. Donc vous avez ici une aide pour la réécriture du texte, pour sa bonification, qui est tout à fait intéressante. Et généralement, ça vous donne plein de possibilités de développer un peu ou de vous former à l'écriture d'articles scientifiques, donc des revues comme ça qui peuvent être intéressantes. Alors, réception des commentaires, vous l'avez soumis puis vous le recevez. Ego s'en mettra, d'accord? Généralement, on met le point sur ce qui va mal et c'est normal puisqu'on veut publier finalement un article de qualité, puis vous aussi. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des commentaires davantage sur les points négatifs. Ce qui n'est pas mentionné, c'est généralement que c'est positif. D'accord? Donc, vous n'avez pas à vous en occuper. Il y a deux types de commentaires. Il y en a un qui est beaucoup plus ennuyeux que l'autre. Le premier, c'est quand les commentaires négatifs portent sur des points qui sont clairs dans votre texte, mais qui sont lacunaires. Dans cette position-là, votre évaluateur est généralement en mesure de pointer exactement ce qui ne va pas, de vous donner des orientations pour la suite, de vous dire, par exemple, qu'il faudrait juste aller relire sur ce concept-là, qu'il y aurait peut-être d'autres auteurs à ajouter, etc. Tout à fait clair, tout à fait réalisable. Pour vous, c'est simple de remédier à ça. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est les commentaires négatifs qui portent sur des points qui ne sont pas clairs dans votre texte. Parce qu'ici, parce que vos points ne sont pas clairs, le lecteur n'est pas vraiment en mesure de vous évaluer. Autrement dit, il ne comprend pas. Et ça, c'est vraiment très problématique quand ça arrive au niveau de la méthodologie. Parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas la méthodologie, c'est un peu tout le reste de notre compréhension des résultats qui est grévé. On se dit jusqu'où est-ce que ces résultats ont été obtenus de manière rigoureuse, comment est-ce qu'ils ont été obtenus, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour en arriver là, comment est-ce que je peux évaluer à partir de ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de préparer un texte qui est vraiment clair, qui a été relu, qui a été préparé, etc. Parce que là, vous recevez des évaluations qui sont vraiment intégrables assez facilement par la suite. Ces genres de commentaires-là amènent généralement des corrections majeures ou des, on appelle ça, publications avec nouveau processus d'arbitrage, donc on resoumet complètement, ou des rejets complètement, alors que ceux-ci vont davantage être corrections mineures, corrections majeures. D'accord? Mais il y a bien une différence à faire. Ceux-là, c'est les bons. D'accord? Ceux-là, ça vient de vous, c'est à cause de vous, mais ils sont plus difficiles à récupérer. Répondre aux commentaires. Vous avez, mettons, correction mineure ou majeure. Il y a peu d'articles qui passent directement, qui sont publiés directement. Généralement, il y a au moins correction mineure et majeure, etc. Là, c'est normal. Tous les commentaires ne sont pas intégrés. Alors, vous allez pouvoir expliquer ce que vous avez intégré, puis comment, puis justifier pourquoi vous n'avez pas intégré certains commentaires. Justification scientifique, ça va de soi. D'accord? C'est pas parce que vous manquez de temps. Alors, pour le faire, je vous propose un tableau. C'est généralement ce que demandent les revues, mais pas toutes. Mais je vous conseille de le faire systématiquement parce que ça prouve que vous avez fait votre travail rigoureusement. Vous avez ici les commentaires des évaluateurs que vous avez regroupés dans le tableau. Vous faites une différence pour chaque commentaire. Et ensuite, ici, l'intégration que vous avez faite, donc est-ce que vous l'avez traité ou pas et comment. Et puis, éventuellement, la justification d'un commentaire que vous n'avez pas intégré. Et ça met tout de suite l'évaluateur, en fait, le comité éditorial avec beaucoup de confiance. Parce qu'avant même de relire tout votre article, il est capable de voir précisément ce que vous en avez fait. Et puis, ça montre la bonne foi dans la bonification de votre article. Donc, ce genre d'outil-là, c'est simple à faire, mais souvent très apprécié. En conclusion, s'il y a peut-être une chose qu'on devrait retenir finalement pour l'article scientifique, c'est que c'est ce qu'il dit, c'est persévérer, persévérer, persévérer. C'est long et c'est fastidieux, mais finalement, avec une démarche, ça se fait bien. D'accord? Puis en même temps, c'est une activité qu'il faut vraiment cultiver, je pense, quand on est chercheur. Avec ça, le CRIFPE est heureux de vous présenter finalement un dépliant. Ah bon, je suis sur le mauvais ordinateur. Ce dépliant-ci, que Hélène vous allez pouvoir prendre en sortant ou que Hélène va vous distribuer,
et qui explique certaines stratégies pour favoriser l'écriture d'articles, et cette fois-ci davantage en termes organisationnels, autrement dit, comment s'organiser pour avoir le temps, par exemple, d'écrire, pour trouver des collaborateurs, pour écrire, etc. C'est des choses qui viennent d'une journée qu'on a eue au CRIF-PEQ, et on est content de vous le partager aujourd'hui. Et puis enfin, ici, quelques ouvrages utiles, notamment le premier, qui s'appelle, donc, publié dans une revue savante, 10 règles du chercheur convaincant. Le titre peut paraître justement assez simpliste, en fait, il ne l'est pas, c'est quand même intéressant. Et puis, c'est un de ceux qui prenait mieux en compte, je pense, la posture de l'auteur dont je vous parlais, qui n'est pas souvent abordée dans l'écriture d'articles scientifiques. Mais vous avez aussi cela, et je pense que Cosette était à la bibliothèque, si je me souviens bien. C'est bon? Donc, pardon, c'est là. Ça clôt la conférence, ça clôt la présentation. Si vous avez maintenant des questions ou des commentaires vis-à-vis donc, de l'écriture d'articles. Je reprendrai la diapo précédente. Oui. Bon. La conférence et le PowerPoint seront normalement sur le site du CRIF-PE par la suite. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires vis-à-vis de ça? C'est tellement clair que j'ai fait le tour en 45 minutes, c'est ça? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, à distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans ce cas-là à activer le micro et puis à poser votre question si vous le souhaitez. C'est beau. Je pense que c'est bon. Ça va pour la salle aussi ici? Moi, j'ai une question. Oui. Comment on fait pour savoir si c'est vraiment dans le but Oui, il y a différents index qui sont faits, notamment il y a l'impact factor, donc je vous parlais du facteur d'impact, mais qui apprend avec nuance, puis qui a un certain calcul. Il y a aussi des index comme ce qu'on appelle l'index Scopus, qui liste un peu les journaux qui répondent là encore à certains critères, etc. Ces détails-là, vous pouvez les avoir notamment sur Wikipédia ou autre, où on vous explique un peu le fonctionnement de ces indicateurs-là ou de ces listes-là. Ça peut être des indicateurs, effectivement. Ouais. Si vous voulez quelque chose, un regard extérieur sur l'article. Ouais. Sinon, c'est savoir les auteurs qui vous ont inspiré, qui ont été particulièrement pertinents, dans quelles revues ils ont publié. En discuter aussi, bien sûr, avec vos collègues et votre direction de mémoire et de doctorat. C'est autant de choses là, qui sont pertinentes pour choisir la revue. Je vous conseille de la choisir tôt. Autrement dit, n'attendez pas d'avoir tout fait pour choisir votre revue. Vraiment, choisissez un peu votre revue dès le départ. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Merci. Alors, bonne journée.